tous mes amis quittaient progressivement Paris, montaient leurs agences dans des petits villages, en Bourgogne, en Dordogne et tout ça. Et ils me disaient, mais nous, en fait, on fait comment maintenant pour acheter nos livres? Ils m'en commandaient tout le temps et du coup, j'achetais tout le temps les livres. Et quand j'allais en week-end, j'avais ramené toujours 50 000 livres parce que les gens, ils étaient au fin fond du monde et qu'ils voulaient pas acheter un livre sur Amazon. Eh bien, bonjour et bienvenue dans Drop the Cutch, le podcast qui va à la rencontre des diplômés en architecture qui ont décidé de mener une autre vie que celle d'architecte en agence. Je suis Sam Afshar et je suis aujourd'hui en compagnie de Flora Bonhomé, fondatrice de Techné Bookshop, qui, comme son nom l'indique, est une librairie d'architecture, d'art et d'artisanat en ligne, mais aussi en physique si vous êtes de passage à l'Aréole en Gironde. Salut Flora. Bonjour Sam. Comment vas-tu? Eh bien, ça va bien, merci. Je suis contente de participer à ton aventure podcast. Moi aussi, je suis très content de te recevoir parce que quand j'ai commencé, je m'attendais pas à recevoir des profils aussi diversifiés, des orientations aussi diversifiées. Donc voilà, je regrette pas d'avoir lancé ce podcast. Et donc, pour commencer cette discussion, je vais dresser rapidement ton CV pour les éditeurs. Donc, tout d'abord, par chauvinisme, je me dois de le préciser qu'avant de rejoindre les études supérieures, nous sommes ratés de 10 ans au lycée La Pérouse à Albi, puisque nous avons tous les deux suivi un bac SP Maths avec l'option Histoire de l'art. Donc, à 10 ans près, nous aurions probablement été dans la même classe. Et peut-être aurions-nous ensemble découvert la série de documentaires Arte et Architecture de Richard Coppens et bien d'autres œuvres au cours de l'enseignement donné par ce personnage qui était Monsieur Leloir. Je sais pas si tu l'as eu, toi. Non, moi j'avais Monsieur Bies. Ah zut. Ouais, du coup, je savais pas qu'il avait été remplacé après. Ah bon, c'est Monsieur Leloir. Okay. Mais en tout cas, si j'arrête de m'égarer, que je retourne sur ton CV, le bac en poche, tu as rejoint l'ENSA de Toulouse jusqu'à l'obtention de ton diplôme en 2013. Tu as ensuite exercé dans plusieurs agences d'architecture de tailles différentes pendant 6 ans. Tu as même passé ta HMO en 2017, donc jusque-là, un parcours assez banal, si je me permets de l'appeler comme ça. Mais à partir de 2019, là, tu es devenu libraire. D'abord pour le groupe de presse Bookstorming, à l'origine de la revue Archistorm, puis pour le centre Pompidou, avant de lancer en janvier 2021 ta propre librairie Techné Bookshop. Alors, immédiatement, j'ai envie de comprendre un petit peu ce parcours. Et donc, je te propose de procéder par ordre chronologique. Et par exemple, nous pouvons commencer par l'orientation post-bac. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'orienter vers l'architecture ? À vrai dire, c'était pas une passion comme peuvent avoir certains lycéens qui ont fait leur stage de troisième déjà dans des agences d'archi et tout ça. Moi, je n'avais pas trop pensé à ça. Ce qui me plaisait, c'était l'art, l'histoire de l'art. C'est pour ça que j'avais fait option histoire de l'art malgré avoir fait une série S. Du coup, ça peut être parfois effectivement un peu contradictoire. Mais en fait, je m'étais renseignée sur l'école du Louvre, sur les beaux-arts et tout ça. Et finalement, c'était pas la pratique artistique qui m'intéressait. Donc après, en cherchant en terminale tout un peu ce qui existait, j'ai découvert les écoles d'archi, donc j'avais passé plusieurs concours. Nous à l'époque c'était pas encore admission, c'était pas encore post-bac et tout ça. Du coup on devait envoyer les dossiers directement aux écoles et avec chaque école après on avait des entretiens et des concours. Donc j'avais été à Lyon, à Montpellier, Toulouse, Bordeaux. On faisait un peu tout le tour de toutes les écoles. Et en fait, dès la première semaine à l'école, je pense, j'étais déjà conquise. J'avais l'impression qu'on avait mis des lunettes sur mon nez et que je voyais le monde différemment. Dès le premier week-end où je suis rentrée chez mes parents, j'avais l'impression que je voyais pas du tout pareil. Tout ce qui m'entourait, dans le train, le paysage qui défilait. Pour moi, ça a vraiment été une révélation de pouvoir observer ce qui nous entoure et d'être beaucoup plus connecté à plein de choses et qui est pas juste l'archi. Et du coup, j'étais hyper curieuse de tout et en fait, ça a assouvi totalement ma curiosité dans les études, toutes les disciplines qu'on peut voir, l'art plastique, la construction, le projet bien sûr que c'était génial et je me suis mis vraiment à fond. C'était 5 ans où j'étais passionnée, toutes mes vacances j'allais voir des destinations d'archi. Pour moi, je suis rentrée à 100% dans les études et je me suis vraiment
hyper épanouie dans ça. Mais comme quoi, c'était pas quelque chose que je voulais faire depuis toujours. C'est juste que oui, les profs étaient bien, et les enseignements étaient bien, et du coup, j'ai bien correspondu au profil aussi. Ouais, finalement, t'es tombé au bon endroit avec des gens qui te ressemblaient. Oui, c'est ça. En fait, du coup, je pense que les amis que je me suis fait, je me suis rendu compte qu'on partageait des choses. Et c'est vrai qu'en fait, on est quand même bon, mais comme plein d'écoles là aussi, mais on n'est pas que compagnons de banc de la fac, comme on fait les ateliers de projet, on n'est pas beaucoup, qu'on fait les charrettes ensemble, c'est vrai que on partage plein de choses. Après, on est en coloc où on peut partager les charrettes et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on vit aussi plus que nos études, on vit aussi une façon on pense à après qu'est-ce qu'on va faire, comment on va pratiquer. Enfin, en fait, on réfléchit aussi à comment on est en tant que adulte qui commençons à se poser des questions un peu aussi sur le monde qui nous entoure. Donc ça, je pense que c'était super intéressant d'être avec des gens un peu politiquement engagés, ou voilà, c'est pas juste c'est pas des études non plus comme toutes les études. Je pense que ceux qui en tout cas sont passionnés dans ces études-là, ils sont quand même assez engagés dans la vie, que ce soit associative ou politique ou culturelle. Donc c'est quand même souvent des profils assez intéressants. Et après, en fait, en 2013, j'étais diplômée, et c'était vraiment la crise en France suite à 2008 aux États-Unis. Il y avait pas du tout de travail. C'était très difficile de trouver. En fait, on était très peu embauchés. Moi, heureusement, j'ai eu la chance de trouver un poste, mais en fait, on nous proposait que de l'auto-entreprise. Ça n'existait pas du tout pile dans ce moment-là, les CDD, tout ça. Enfin, en tout cas, aucune agence proposait ça. Donc, ce que maintenant on appellerait du freelance. Ouais, c'est ça. En fait, on était tous freelance, et du coup, on nous disait, mais vous allez voir, créer un compte auto-entrepreneur, c'est pas du tout compliqué. Et puis comme ça, nanani. Donc de toute façon, en fait, on avait tous notre compte à l'URSSAF. Et en fait, on travaillait que pour une seule agence, mais on déclarait après, on faisait notre compta et tout ça. Donc finalement, d'un côté, ceux qui étaient ok pour travailler comme ça, de toute façon, on met pas non plus trop le choix si on voulait aussi être dans les agences qu'on voulait. En fait, moi, je suis devenue très vite autonome, parce que de toute façon, dès la sortie de l'école, j'ai fait ma compta, j'ai fait mes déclarations à l'URSSAF, même si je bossais pour des structures classiques d'agences au statut juridique classique. Donc d'un côté, ça autonomise aussi pas mal, et on est un peu notre propre chef d'entreprise, même si on travaille pour quelqu'un. Du coup, j'ai trouvé une agence à Toulouse, et puis après, j'étais à Paris, parce que c'est là-bas, effectivement, qu'il y avait du travail, vu que c'était très très galère d'en trouver. Et effectivement, j'ai travaillé dans plusieurs agences, c'était très intéressant. J'ai fait surtout, à Paris, on travaille surtout sur beaucoup de publics, donc des concours publics, des écoles, tout ça, ou beaucoup de logements sociaux. Il y a beaucoup de bailleurs sociaux. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est tout de suite plongé dans des projets qui peuvent ressembler à ce qu'on fait à l'école, finalement. Donc pas de dépaysement pour le coup. Non, pas trop de dépaysement au début, justement. Il y a plein de personnes qui m'ont fait le retour mais la pratique, c'est pas du tout comme ouais. Moi, j'ai trouvé qu'au début de la pratique, c'était pas trop dépaysant, parce qu'en fait, je cherchais que des agences avec lesquelles je me sentais en cohérence, et j'avais pas du tout envie de travailler pour une agence où je pensais que leur pratique, en tout cas esthétiquement et humainement et tout ça, me conviendrait pas. Donc c'est vrai qu'il y avait pas de déception après, mais et puis au début, quand on est junior, on fait des maquettes, on fait les croquis pour les planches de concours et tout ça, et moi en fait ça, j'adorais faire ça. Du coup j'étais pas du tout je trouvais pas que c'était ingrat de passer une semaine à faire une maquette. Moi je trouvais que c'était trop bien. Et en fait, finalement, c'est plutôt quand j'ai gravi les échelons et que je suis devenue chef de projet, en fait, je me suis rendu compte que je faisais de moins en moins de maquettes, et puis je faisais de plus en plus de réunions et des tableaux Excel, et en fait, voilà, j'avais le temps de rien faire. Après, du coup, j'ai travaillé chez Lannes sur le projet du Grand Palais. C'est pareil, on fait des réunions, on fait des points d'équipe, on avance les phases de projet, voilà, les choses classiques. Forcément, la maquette, en fait, c'est le stagiaire ou alors c'est le junior, et moi j'avais envie de faire ça, et T'es vraiment la première personne qui se plaint d'avoir eu trop de responsabilités. Moi je voulais faire de la maquette. Oui, exactement. En fait, moi, ce qui me convenait pas du tout, c'était d'avoir pas les responsabilités, mais juste c'était pas celle-là que j'avais envie d'avoir. Du coup, à un moment, j'ai réfléchi peut-être à travailler plus en chef d'atelier maquette et tout ça après. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais bon, là, je vois bien que je suis pas heureuse, je suis pas du tout épanouie dans mon quotidien. Chaque journée, en fait, j'aimais pas, alors que l'archi, c'était ma passion, vraiment, je vivais pour ça.
Et donc, je pense que je commençais un peu à regarder les copines qui, finalement, avaient changé, étaient devenues plus artistes, ou les gens qui s'étaient inscrits en thèse. Et je pense que un peu, je regardais un peu, mais bon, sans me dire. Et puis voilà, j'ai fait ma HMO. Pour moi, je m'étais jamais dit que j'allais me reconvertir. Pour moi, je faisais tout ça pour monter mon agence un jour. J'ai fait ma HMO dans ce but. Enfin, vraiment, j'étais passionnée. Je savais très bien qu'un jour, j'aurais mon agence et tout ça. Et en fait, j'ai un problème de santé assez important. Et du coup, j'ai dû arrêter tout pendant à peu près 1 an et demi. Et finalement, en fait, j'ai pas arrêté parce que j'étais plus contente, même si finalement j'avais quand même un petit peu commencé à y penser, mais bon, j'avais pas remis du tout en question non plus, enfin je voulais pas faire un virage aussi fort. Et en fait, après, pendant ce temps-là, j'ai pu re-aller à des conférences à Pompidou, aller traîner à chez Volume au centre culturel suisse, j'ai pris des cours de céramique, j'ai rencontré des gens super qui avaient fait archi, puis qui avaient fait autre chose. Mais en fait, j'ai fait des trop belles rencontres avec des gens qui étaient trop intéressants parce qu'en fait, ils faisaient plein de choses de leur vie, ils avaient monté un truc et tout ça. Et en fait, je me disais, mais waouh, mais c'est trop bien, j'ai le temps de faire plein de choses. Et je me suis dit, bah, en fait, au bout de 18 mois où j'ai pu reprendre le travail, ben non, mais je vais pas du tout revenir dans une agence et faire 40 heures derrière mon ordi. Enfin, maintenant que j'ai vu que c'était tout à fait possible d'avoir du temps et de re-aller aux conférences. Et en fait, ça m'avait tellement manqué de lire des bouquins d'archi, d'avoir juste du temps de refaire ce que je faisais à l'école, la théorie. Enfin, tout ça, ça m'avait énormément manqué. C'est comme si je m'étais un peu asséchée et là, j'avais besoin de nourriture intellectuelle. Et du coup, j'ai réfléchi un peu petit à petit à... Enfin voilà, qu'est-ce qui me plaisait dans l'archi. Et voilà, je me suis dit, ben ce qui me plaît, c'est les rencontres avec les enseignants, c'est les rencontres avec des archis engagés, c'est des rencontres avec des gens qui ont fait justement autre chose après archi, des copines qui étaient artistes et tout ça. Et je me dis, ben ces gens-là, je trouve ces rencontres, elles sont trop intéressantes et tout ça. C'est la nouveauté, en fait, c'est apprendre des trucs nouveaux. Oui, voilà, apprendre des choses, pour moi, c'était trop important de satisfaire vraiment cette curiosité que j'avais sentie dans les études et qui m'avait trop plu. Ben, en fait, je le perdais aussi parce que comme, en fait, on travaille beaucoup, ben, forcément, à 20h quand on sort, on va pas à une conférence, hein, parce qu'en fait, j'étais explosée. Et du coup, c'est clair qu'on va pas trop ça. Je me disais, bon, tu t'achètes un livre par mois, mais en fait, je m'achetais jamais un livre par mois. J'allais peut-être tous les 6 mois chez Volume et j'en achetais 6, mais en fait, ça passait trop vite. Et tout ça, j'étais hyper frustrée et j'avais vraiment envie de me dire, maintenant, par contre, tu laisses pas ça recommencer et il faut absolument que tu gardes du temps pour faire ça. Et finalement, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui tournait autour de la référence. Donc j'ai continué à explorer cette partie, de lire des choses sur ça, de parler avec des gens autour des notions de référence quand on est en archi et tout ça. Et du coup, ça basculait un peu sur les livres, qui étaient quand même quelque chose dans ma vie personnelle qui était très important. Et dans ma pratique aussi d'archi, parce que j'achetais tout le temps des livres d'archi. Pour moi, j'avais une très grosse bibliothèque déjà, et j'avais été dans des agences où c'était le cas, ou quand on faisait un pot de départ, mon ancien chef, il m'avait offert 5 livres d'archi. C'était quelque chose que j'avais retrouvé en pratique avec des personnes que j'estimais en tant que praticien et qui étaient des personnes importantes pour moi. Et que je voyais qu'elle l'utilisait en tant que praticien et je trouvais ça intéressant, ou des profs et tout ça. Et du coup, j'ai creusé ça en regardant tout ça et en me disant, je vais aller dans des librairies d'archi et je vais voir aussi qu'est-ce que c'est de travailler dans une librairie vraiment totalement différent, mais qui a quand même un rapport. Donc j'ai travaillé effectivement à Bookstorming, où c'était un stage que Pôle emploi, en fait, il donne des conventions de stage, donc on peut faire des mini-stages encadrés par Pôle emploi, sinon on peut pas quand on est étudiant. Enfin, quand on n'est plus étudiant, on peut pas faire de stage. Donc j'avais réussi à trouver un peu ce système qui permettait au moins d'avoir un truc un peu encadré. Et après, j'ai travaillé donc au Centre Pompidou, un peu par hasard, dans le sens où ils m'ont fait confiance, même si j'avais pas du tout de profil de libraire. Et ils ont dit, en fait, nous, on privilégie ta culture plutôt que tes compétences pures et simples de libraire, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Et ça, tu vas l'apprendre en 15 jours. Et par contre, savoir conseiller des gens, en fait,
Ça, on peut pas l'apprendre, nous, à un libraire qui sort d'une école de librairie. Donc finalement, ce qui était plutôt intelligent de leur part, ils se sont dit, nous, on fait le pari et en fait, ça s'est super bien passé. Du coup, j'ai travaillé 2 ans là-bas. Il y a des écoles de librairie? Oui, parce que en fait, il y a je me des suis écoles jamais posé de la librairie. question, en fait. Ouais. Et en fait, il y a, soit on peut faire un master 2, donc il y a des masters 2, après des facs de lettres ou des facs d'histoire et tout ça, on peut demander un master 2 en ces métiers du livre et de l'édition. Et en fait, c'est pour préparer soit libraire, soit métier de l'édition, soit les concours de bibliothèque. Et il y a une école, alors qui était à Montreuil à l'époque, maintenant je crois qu'ils sont à Montrouge, c'est l'INFL, ouais, INFL, une école du coup de libraire, qui forme soit des jeunes, et c'est souvent en apprentissage, donc il y a pas mal d'immersion, c'est un métier qu'on apprend plutôt sur le tas, on peut pas trop, c'est pour pas trop apprendre, il y a des choses qu'il faut savoir, mais c'est beaucoup de qualité juste humaine, de gestion, de comment on parle à nos clients et comment savoir quel livre convient à telle personne, et surtout d'avoir une très grande culture générale. Donc ça, pour moi, c'était trop chouette de me dire que, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était lire plein de choses, et ça, c'était comment j'allais m'améliorer dans mon métier, c'était de lire des livres d'archi. Donc ça, c'était génial. Et après, Parce que du coup, t'es resté spécialisé plus ou moins dans l'architecture. Oui, en fait, voilà, moi, j'étais responsable du rayon archi, et en fait, ce qui était trop bien, c'est que du coup, j'ai vu toutes les maisons d'édition qui existaient, qui faisaient que ces livres. J'avais jamais vu ça de l'intérieur, et que du coup comment tout était organisé, comment chaque maison d'édition en fait elle était plus ou moins spécialisée, et que dans chaque maison, mais en fait, enfin voilà, j'ai pu apprendre tout ça, et c'est là où je me suis dit en fait, enfin c'est un monde, il existe ce monde de l'édition d'archi. En fait, c'est pas des hasards qui est des livres d'archi tout le temps. C'est pas, en fait, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des gens, il y a vraiment des graphistes qui sont voilà, donc c'est vraiment tout un monde en fait que je connaissais pas. Ouais, c'est ça, c'est un monde qui est hyper très très structuré. Le monde de l'édition, c'est un monde très structuré. Le monde du livre, en fait, c'est un monde qui est très codifié. Parce que comme c'est un peu considéré comme une sorte de bien universel en France, du coup, comme un patrimoine un peu universel, la loi Lang de 1981 a mis en place des jalons assez stricts pour que le livre et l'édition soient vraiment très très préservés en France. Donc là, on a fêté les 40 ans en 2021. Et en fait, donc le prix du livre il est unique en France, c'est-à-dire que tous les livres qui sont édités en français par des maisons d'édition françaises ont un prix qui est fixé par les éditeurs et qui ne pourra jamais bouger n'importe où il soit vendu, que ça soit dans une presse, dans une gare, ou à la Fnac, ou dans une librairie hyper obscure à New York, une librairie française, quoi. Donc en fait, avec le code barre derrière, quand on bip, il y a les informations du livre avec le prix, et en fait, c'est impossible de le changer. Donc aucun libraire ne peut faire de la concurrence à un autre libraire, et normalement, les plateformes Fnac et tout ça ne peuvent pas non plus faire de la concurrence aux libraires. Après, le pourcentage de quand un livre est vendu, quel pourcentage revient au libraire, à l'éditeur, au distributeur, au fournisseur et au graphiste et à l'auteur ou l'autrice, c'est aussi encadré. Tout ça, on peut pas du tout changer tout ça. Donc en fait, c'est un monde qu'on connaît pas, mais finalement qui est vraiment très très encadré. Et avec plein de professions ensemble, finalement les éditeurs, eux, ils éditent le livre, mais c'est pas eux qui le distribuent. Donc nous, nos interlocuteurs en tant que libraires, c'est encore une autre personne, ça s'appelle les distributeurs diffuseurs. C'est des groupes qui, par exemple Interforum ou Hachette, mais qui ont aussi une maison d'édition, mais le gros groupe aussi s'appelle Hachette. Ils ont plein de maisons d'édition, peut-être 100. Et eux, ils se chargent de fournir les livres aux librairies parce qu'ils ont des immenses entrepôts, et en fait, ils peuvent stocker tous les livres de toute leur maison d'édition et surtout faire leur communication, faire leur pub. Et les éditeurs, en fait, c'est quand même un métier avec quand même les mains artisanales. C'est quand même ils fabriquent quand même le livre, pas ils le fabriquent pas avec leurs mains, mais ils conçoivent le livre et tout ça, et toute la partie communication, distribution, non, les éditeurs, ils s'en occupent pas trop. Et voilà, donc il y a cette structure. Et après, il y a des structures qui permettent que nous, quand on commande un livre en province, ça monte à Paris, ça redescend, et tout ça avec juste un seul clic sur le logiciel, c'est hyper bien fait.
il y a plein de camions différents qui vont se croiser, mais en fait, nous, on a notre colis après, et c'est vraiment très bien organisé, et ça, c'était trop intéressant de le découvrir, et c'est vrai que j'aurais pas pu savoir ça si j'avais pas travaillé pendant 2 ans. On retombe sur nos pattes. Voilà. De la digression, t'en étais là. Donc tu as travaillé pendant 2 ans. Oui, au centre Pardon Pompidou. de t'avoir interrompu. Voilà. Non, c'est du coup... Et après, il y a eu le Covid, donc en fait, comme on était dans un musée, oui, pas la meilleure période d'activité. Voilà. Du coup, comme la librairie, elle est dans le musée, en fait, on était fermé, même si la librairie était ouverte. Du coup, j'ai eu encore un peu de temps pour moi. Et là, en fait, je me suis dit, et comme on avait le projet de quitter Paris avec mon compagnon, je me suis dit, de toute façon, moi, il faut que je trouve maintenant quelque chose qui fasse que je puisse aussi partir. Et en fait, voilà, je me suis dit, tout ça, toutes ces expériences, en fait, moi, je vais en tirer profit et je vais créer ce projet qui me semblait ne pas exister, qui était en fait d'une part mettre en relation les maisons d'édition ultra spécialisées, ultra compétentes, qui finalement n'arrivent pas trop à toucher leur public, que sont les architectes, les étudiants ou les personnes du bâti, et en même temps les archis, les étudiants qui ont envie d'avoir une super monographie de quelqu'un, mais finalement, en fait, je me rendais compte à Pompidou, déjà, je cherche ça, oui, le livre, il existe en fait, mais les gens, ils savent pas parce qu'il y en a plein, parce que c'est hyper difficile de faire de la veille, parce qu'en fait, on sait pas que ça existe et tout ça. Et du coup, mettre aussi ces publics en relation. Et tous mes amis quittaient progressivement Paris, montaient leurs agences dans des petits villages, en Bourgogne, en Dordogne et tout ça. Et il me disait, mais nous, en fait, on fait comment maintenant pour acheter nos livres? Il m'en commandait tout le temps, et du coup, j'achetais tout le temps les livres, et quand j'allais en week-end, j'avais ramené toujours 50 000 livres parce que les gens, ils étaient au fin fond du monde et qu'ils voulaient pas acheter un livre sur Amazon. Et du coup, je voulais qu'il y ait une égalité d'accès entre tous ces gens qui, finalement, où je voyais que Paris se vidait un peu aussi de ma tranche d'âge d'archi, et que finalement, les jeunes agences de 30 ans, elle s'installait plus trop à Paris parce que c'était un peu bouché, et je me disais moi j'ai envie de toucher les publics et de toucher tous les publics, et voilà, je me suis dit du coup je vais le faire en ligne. Pour moi, internet, c'est pas du tout anonyme, et de dire que je suis sur internet, je n'ai pas l'impression de galvauder le métier de libraire. Au contraire, moi je fais ça vraiment pour donner une prestation équivalente à tout le monde, en termes de conseils, en termes de veille et de qualité de sélection qu'ils peuvent avoir, comme que s'ils allaient dans leur librairie de quartier ou dans une librairie spécialisée à Paris ou à Marseille ou à Bordeaux, parce qu'il n'y en a pas dans toutes les villes, mais il y en a quelques-unes quand même. Et voilà, et en fait, les gens qui achètent sur le site ou qui rentrent en relation avec moi, on se parle en vrai, on se parle un moment. J'ai rencontré plein de gens géniaux via la plateforme, même si au début on parlait juste par ça. Et au contraire, c'est pas parce qu'en fait on est loin qu'on fait pas des trop chouettes rencontres, et que nos clients, c'est pas des gens finalement qu'on va finir par rencontrer ou parler. C'est juste un moyen effectivement d'atteindre les gens de manière plus égale. Et ce qui est important pour moi, c'était aussi quand même de voir des gens de temps en temps quand même. Et de toute façon, j'avais besoin d'un bureau pour stocker tout mon stock. Donc, comme on habite dans un village en Gironde, c'est un village assez culturel avec pas mal de choses. Et du coup, c'était pas totalement incongru d'installer une librairie spécialisée là-bas. Donc moi, de toute façon, c'est mon bureau. Et puis là-bas, on a eu aussi une association avec des amis. Pour moi, en fait, l'archi, j'ai pas du tout tiré un trait dessus. C'est ma façon de la pratiquer aujourd'hui, mais ça reste vraiment quelque chose qui est très important pour moi. On a monté une association pour aussi faire des choses dans notre village, et c'est aussi notre forme de pratique qui est hyper locale. Et une association d'archi Oui, en fait, c'est une association qui aide les habitants à déchiffrer un peu les documents d'urbanisme, à se mettre en relation avec des artisans, un peu à être un peu moins effrayés à l'idée de faire des travaux. En fait, rôle de médiateur. Ouais, voilà, d'être un peu des médiateurs, et puis des gens sur qui ils peuvent un peu poser des questions sans trop avoir de crainte, en sachant qu'on pourra les aiguiller bien.
reprendre un peu la main sur la maîtrise d'ouvrage du coup, parce que en fait comme ça au moins on peut parler directement avec les gens ou avec la mairie, avec tout ça, on est un peu un interlocuteur entre du coup les particuliers qui sont un peu parfois perdus et la mairie. Et notre village, il était un peu sinistré alors que c'est un village médiéval et qui a été un peu déserté. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui reviennent, mais les anciens propriétaires, ils font pas trop les travaux dans les vitrines. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, alors que d'un côté, il y a plein de jeunes qui s'installent. Et les gens, ils savent pas trop, oui, mais si je fais les travaux, il faut absolument que je demande à l'ABF parce que c'est un village classé, mais l'ABF, ça va être super compliqué. Alors nous, on dit, non, mais si, regardez, c'est pas très compliqué. En fait, vous croyez que vous avez le droit de mettre qu'une couleur, mais en fait, vous avez le droit de mettre plusieurs couleurs. C'est juste qu'il y a marqué, voilà. Donc, on fait ça. Et d'un côté, pour moi, c'est aussi faire de la pratique, de faire tout ça. Donc, finalement, c'est plein de petites choses, même si ça n'a pas du tout rapport avec la librairie, mais c'est... Voilà, avoir le temps de pouvoir aussi faire ça, et je trouve qu'il est important. Voilà, donc pourquoi je suis arrivée là à ce moment de ma vie, c'était un peu plein de petits zigzags, mais finalement, tous étaient un peu liés les uns avec les autres. Et par curiosité, j'avais une question, si c'est pas indiscret, c'est que est-ce que du coup toutes ces activités te permettent de dégager un revenu suffisant pour juste payer un loyer et vivre suffisamment Alors aujourd'hui, ou pas non. encore? Ouais, pas encore. Du coup, l'entreprise, ça fait que 1 an qu'elle est créée, donc pas encore. Mais du coup, j'avais pu avoir une rupture conventionnelle. Donc j'ai 2 ans d'allocation chômage. Et du coup, heureusement que ça existe effectivement pour pouvoir faire ça. Mais effectivement, après, le projet et la vocation à être viable. Donc, au bout de 2 ans, il faut que quand même ça marche. Après, si c'est pas le cas, peut-être qu'il passera plus en mode associatif. Et voilà. Et que peut-être que ça changerait un peu. Mais pour l'instant, effectivement, c'est pas un métier qui permet d'en vivre. Et aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport un petit peu à toute la chaîne du monde du livre, avec les éditeurs, les distributeurs, etc. C'est peut-être des questions trop techniques, mais c'est mon podcast, donc je pose les questions que je veux. C'est comment toi, tu t'es greffé dans ce réseau? Est-ce que c'est compliqué en tant qu'indépendante de venir s'ajouter dans ce maillage d'acteurs? En fait, moi, j'ai un statut de librairie, du coup, je peux tout à fait contacter les gens avec le même statut que les autres. J'ai vraiment, quand je suis inscrite au registre du commerce en tant que librairie, même, ça c'était quand même possible par le fait que j'ai une adresse physique. Je pense que si ça avait été que en ligne, ça aurait été sûrement plus compliqué. Mais en tout cas, au niveau de mon cabis, j'ai pu ouvrir des comptes chez les distributeurs. Donc moi, en fait, je peux tout à fait fonctionner normalement avec... je peux commander tous les livres qui existent. Donc Et ça, donc il y a des sites internet de distributeurs parce que en fait moi c'était plutôt au niveau du réseau. En fait dans ma tête on est encore dans une époque où il faut avoir un réseau, mais j'ai oublié qu'il y avait l'existence d'internet qui permettait de... Oui, en fait si, oui, il y a une sorte de site en fait général. On a un compte sur ce site et en fait on met dans un... c'est vraiment très simple. En fait on met comme dans un panier les livres par exemple de la semaine que les clients nous ont commandés ou que nous on veut avoir, et en fait ce panier on le valide, et en fait après c'est pas nous qui gérons, mais c'est du coup plein d'organismes, ça se redispatche vers chaque distributeur qui lui nous fait tous nos petits colis et en fait revient après vers le transporteur qui viendra lui nous livrer tous les colis de tous les fournisseurs ensemble. Donc en fait c'est hyper simplifié pour nous, même si derrière je pense que c'est vraiment une usine à gaz, mais pour nous en fait c'est hyper simple quand on clique comme on clique notre petit panier et après on a c'est ça. C'est une Fnac pour professionnels Ouais, voilà. Gros. Mais alors après c'est vrai que comme moi du coup j'essaye de faire des livres plus pointus, j'ai essayé de contacter quand même vraiment plus personnellement les maisons d'édition, des maisons d'édition qui sont indépendantes et qui sont pas représentées par ses fournisseurs, parce que j'imagine bien que quand Actes Sud il est représenté, ça doit quand même pas être gratuit. Donc forcément les petites maisons d'édition, en fait elles font eux-mêmes leur diffusion et leur distribution, donc
elles s'en occupent. Donc pour moi, c'était important aussi de rentrer en contact avec elles parce que elles font des ouvrages de qualité. Et puis elles ont aussi envie d'être connues. Donc ça, c'est vrai que c'était un travail un peu de fourmi, d'aller chercher tous les trucs et de contacter, de se faire son réseau, de rentrer en contact avec les éditeurs. Et parfois, c'est sûr que j'ai des livres qui sont plus trop desservis en France ou en fait qu'on trouve pas. Mais finalement pas parce qu'ils sont épuisés, parce que l'éditeur il est allemand et que finalement ils ont pas ouvert le marché en France parce que ils ont pas le temps de le faire, et qu'en fait si un client me dit mais ce livre moi je le trouve nulle part, on le trouve qu'en Italie, en fait non, on peut le trouver, mais il faut juste que moi je sais à qui m'adresser et je sais que je le réceptionnerai si je le demande, donc du coup ça c'est vrai que c'est super intéressant. Et donc ça, via ta plateforme, on peut te faire une demande pour... Oui, voilà. En fait, moi, j'ai mis en ligne plein de livres, oui. Et après, il y a aussi une partie qui est plus sur les livres rares ou les livres épuisés. Et là, j'essaye de mettre souvent les livres que j'ai réussi à avoir. Soit il reste un stock quelque part, et ils disent, là, il nous reste 5 livres avant la rupture. Soit on sait qu'on ça sera réédité dans 3 mois, moi, je peux en réserver. Donc ça, oui, on peut demander, soit je l'ai indiqué sur le site que je vais avoir un stock de quelque chose, soit en fait, il y a un mini chat et on peut poser des questions, et moi en fait ça m'envoie un mail et du coup on peut dire moi je cherche le livre, est-ce que vous savez s'il est toujours édité, je l'ai vu en passant devant une librairie à Barcelone, moi j'aimerais bien l'avoir en français, est-ce que ça existe et tout ça. Des fois il y a des copains qui me disent moi je voudrais offrir un livre en portugais pour mon pote d'Erasmus, tout ça. Donc ça c'est pour moi, j'adore faire ça, de chercher, je trouve ça trop bien, je cherche partout. Et donc tu es vraiment la libraire du quartier à l'échelle de la France, finalement. En fait, oui, c'est ça que j'essaye d'être. Et aussi, c'est super important quand on va dans une librairie, et des fois, on sait pas du tout ce qu'on voudrait. On a juste envie de se balader et des fois, on sait que la librairie qu'on aime bien, même si on sait pas quoi, on sait qu'on pourra quand même ressortir avec un truc sympa parce qu'on aime bien le libraire et les goûts qu'il a. Et voilà, j'essaye en tout cas d'avoir une ligne éditoriale, en tout cas qui est pas neutre, parce que je pense que au moins des gens s'y reconnaîtront et se diront si j'y vais tous les mois sur le site, il y aura quand même des livres qui me parlent, alors que si je veux faire comme la Fnac, déjà je pourrais jamais rivaliser avec la Fnac. Et puis en fait il y a déjà, si on veut chercher un livre précis et qu'on sait déjà ce qu'on veut, oui, on peut avoir le frais de port à 1 centime si on veut aller sur Amazon ou la Fnac. Et c'est vrai que pour nous les libraires en ligne ou ceux qui proposent les livres envoyés, forcément c'est pas 1 centime. Mais en fait on peut avoir soit des livres qu'on peut chercher, soit aussi proposer des choses de qualité, qu'on estime de qualité et pertinentes. Et en fait il y a des gens qui me disent moi je sais que quand j'arrive sur le site je vais forcément trouver un livre qui va me parler parce que je me retrouve dans ça, je sais que il y aura forcément dans les essais quelque chose où je vais me dire que c'est pertinent. Et moi, j'adorais donner des conseils, trouver le livre pour ma nièce qui rentre à l'école d'archi. Et puis en fait, elle aime bien aussi ça, mais elle aime bien aussi ça. Du coup, qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Parce qu'il faut pas trop qu'il y ait d'images, mais qu'en même temps ça, je trouve que c'est trop intéressant. Et ça, moi, vous pouvez m'envoyer toutes vos demandes, j'adore chercher. Du coup, j'adore faire la petite fourmi et chercher partout pour trouver la petite pépite pour le client ou pour l'archi et tout ça. La dernière fois, on avait discuté ensemble et tu m'avais parlé du fait que, en plus de tes activités du coup de libraire, tu faisais aussi de la vulgarisation, des salons, que tu avais envie de mettre en place des contenus éditoriaux, des podcasts, des entretiens, etc. Est-ce que ça fait partie du métier de libraire en général, ou alors ça c'est plutôt un truc que toi tu souhaites mettre en place parce que je me rends pas compte dans les librairies s'il y en a beaucoup qui font des contenus éditoriaux ou pas, ou en beaucoup fait, de salons. Oui, en fait avant dans le métier classique non, mais en fait je me suis rendu compte dans ces dernières années que de plus en plus il y a déjà les salons et les rencontres, ça se fait par contre beaucoup en librairie, de inviter un auteur ou une autrice et de faire une sorte de petite masterclass ou de présentation de l'ouvrage. Et donc ça par contre c'est vrai que c'est très courant et les gens ils viennent, on sait que tel soir dans la librairie il va y avoir telle personne et puis après en plus on va pouvoir faire dédicacer son petit livre et tout ça, donc ça
c'était quelque chose que un jour j'aimerais bien pouvoir faire virtuellement, bon, à voir du coup comment ça peut se passer. Mais après, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que certaines librairies où j'aimais bien aller à Paris, par exemple, il y avait le comptoir des mots à Gambetta, en fait, ils avaient une libraire qui était super sur tout ce qui était féminisme et elle invitait plein d'autrices. Elle, c'était vraiment son truc et je pense que son patron, il lui a vraiment donné un peu carte blanche pour développer ça. Et aujourd'hui, ils ont enregistré les rencontres et en fait maintenant c'est un podcast. Il y a plein de gens qui les suivent alors qu'en fait cette personne elle a un profil de libraire hyper classique. Enfin elle est jeune, elle a 40 ans mais je pense pas du tout que dans sa vie quand elle a fait libraire à 20 ans elle allait faire ça et maintenant en fait elle connaît plein d'autrices féministes, elle fait des podcasts et la librairie La Petite Égypte à Paris, ils en font aussi, ils ont une mini radio chez Mola à Bordeaux, ils ont aussi une web radio et tout ça. Donc en fait, finalement, peut-être aussi que le Covid et l'avènement du distanciel, ça a un petit peu propulsé ça qui fait que on peut plus se contenter juste du commerce traditionnel et je pense que c'est un peu en train d'évoluer. C'est sûr que déjà d'acheter en ligne, bon, c'était présent depuis très longtemps, mais en fait, il y a aussi la consommation de culture en ligne. Et ça, c'est quand même en train de... Enfin, il y a de plus en plus de gens qui se disent que un commerce classique de vente, c'est pas suffisant parce que les gens, ils vont plus trop dans la rue faire le shopping et on rentre dans une boutique et en fait, on repart et on n'a pas trop prévu. Et en fait, aujourd'hui, ça se passe plus trop comme ça. Dans le monde des commerçants, bon, moi que j'ai rejoint par pur hasard, parce que pas du tout destinée à être commerçante, même si je suis obligée de me considérer un peu comme ça serait hypocrite de pas dire que c'est aussi du commerce. Donc forcément, ça peut aussi être une casquette, mais les gens, ils font beaucoup moins ça et il y a plein de corps de métier qui s'en rendent compte, même les épiceries, les choses comme ça. Et il vous a forcément une activité en ligne ou en événementiel qui est nécessaire. Et aujourd'hui, les gens, ils aiment bien aussi les notions d'expérience. Et en fait, ce qui marche bien, c'est mais après on peut le vivre en tant qu'individu, c'est d'aller dans un festival où en fait dans le festival il y a aussi une petite librairie, il y a aussi quelqu'un qui vend ça, il y a aussi une fripe, il y a aussi un tatoueur. Et en fait bon, c'est sûr que j'imagine que je parle de gens de ma génération et de mon cercle social. Et, voilà, c'est sûr que c'est les gens qui m'entourent, mais que ça soit en tout cas dans une zone rurale ou quand j'étais à Paris, je le retrouve dans les gens de ma génération. L'expérience, c'est important. Les marchés, le marché nocturne du mercredi soir, en fait, on se retrouve là-bas, puis il y a plein de trucs. Et les gens, ils sont prêts à aller dans un endroit où finalement ça va durer 3 jours, mais ils vont vivre une expérience et là ils vont pouvoir acheter que le samedi après-midi, aller flâner en ville, mais en fait ça les gens ils font plus trop. Et donc voilà, c'est pour ça que moi aussi j'ai développé les stands parce que déjà ça me permet d'aller à la rencontre des étudiants et des architectes qui eux se déplacent dans les conférences ou se déplacent dans un festival d'archi ou un séminaire voilà. Et de proposer des ouvrages qui sont adaptés à ce moment-là. Donc par exemple, si c'est une conférence de telle archi ou sur telle thématique, c'est un cycle de conférences, moi je vais amener une sélection qui a rapport avec ça, des livres, des archis, mais aussi des livres d'autres choses. Et du coup, à la fin de la conférence, finalement, on peut acheter le bouquin et c'est moi qui vais me déplacer pour vraiment apporter le service aux gens dans les lieux où les gens se trouvent. Donc ça peut être aussi dans les écoles d'aller... Librairie ambulante. Oui, il y a un peu de ça aussi. Pour moi, c'était important d'être aussi en ligne pour toucher tout le monde, mais aussi très près des gens pour toucher tout le monde. Finalement, l'entre-deux, il marche pas trop, mais les deux extrêmes, ça marche. Et voilà, voir les étudiants, moi je me souviens à l'école, il y avait toujours en début d'année le stand avec les magazines, on pouvait s'abonner aux revues, il y avait les revues qui venaient. Du coup là on essaye de mettre en place avec plusieurs écoles, ce sera sûrement l'année prochaine du coup, mais en 2023, et on fera des stands quand il y a quelqu'un qui vient pour une conférence ou au moment où les étudiants ils ont leurs vœux d'Erasmus qui sont acceptés, en fait on fait un stand où on met des petits guides et tout ça et du coup ils peuvent acheter des choses en rapport avec le pays dans lequel ils vont étudier. Enfin tout ça on essaye de le développer avec les écoles d'archi. Mais les écoles d'Aquitaine / d'Occitanie ou alors vraiment toute la...
Oui, de France. Toute la fin. Oui. Ok. Oui, en fait, moi, je bouge pas mal, du coup. Je bouge pas mal et c'était aussi la contrepartie à vivre dans un village. C'est que, en fait, je suis très souvent en vadrouille par-ci par-là pardon, c'est mon chat. Oh. Pour, du coup, là, avec l'école de Marne-la-Vallée, on va faire des choses. Avec l'école de Toulouse, voilà. Donc, en fait, je fais plusieurs choses. Après, il y a du coup aussi plein de petites déclinaisons. C'est pas juste un e-shop. Il y a la possibilité aussi de s'abonner, en fait, pour les agences ou pour les particuliers, mais bon, c'est plus souvent les agences qui ont pas forcément le temps d'aller en librairie, tout ça. En fait, elles me disent soit quels livres elles veulent de manière plus concrète, en disant moi tous les 2 mois je voudrais le Noël et le Croquis, donc je prends une sorte d'abonnement et le Croquis ou des choses comme ça, ou là on a un concours, on doit faire un truc bas carbone, voilà, nous on voudrait faire en terre crue, est-ce que pendant 3 mois vous pouvez nous sélectionner des ouvrages qui parlent un peu de ça ou de réemploi, et en fait on échange, on définit un montant, on définit une régularité, peut-être c'est semestriel, peut-être c'est mensuel, peut-être c'est 80 €, peut-être c'est 30, et moi après je propose par exemple 5 livres, et je dis moi j'ai pensé à ça qui rentre dans votre fourchette et qui semble correspondre, et ils disent ok, nous on part bien sur ceux-là, on veut bien ces deux. Et puis voilà, du coup ça se met en place comme ça, les partenariats du coup avec plusieurs structures. Enfin, du coup, c'est un peu comme faire une veille aussi, pour les structures. Et après, effectivement, il y a la partie plus média que j'essaye de développer aussi, mais comme je suis toute seule, il faut que je dégage du temps pour faire un peu tout. Donc, essayer d'interviewer des auteurs, autrices ou des personnes du monde de l'édition ou de l'architecture qui ont fait des livres pour leur faire une communication sur leur ouvrage, sur leur thèse, sur leur travail de recherche. Ou par exemple si c'est un graphiste, moi j'ai mis en page ce livre, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je faisais cette typo, ou je suis éditrice, moi j'ai choisi de faire ça, donc ça un peu donner à voir l'envers du décor du monde de l'édition. Et après, du coup, il y avait le projet de podcast qui était de faire entendre des extraits d'ouvrages iconiques en architecture, en paysage ou en design. Et juste, en fait, on branche ses écouteurs et on écoute une demi-heure de Les Pierres sauvages de Pouillon ou de Corbusier, qu'en fait, on n'a pas trop le temps de lire finalement parce que le soir, on n'a pas forcément envie de se plonger dans ça. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir lu tout le livre, et que du coup c'est un peu comme moi, je suis vraiment une droguée des podcasts et du coup j'en écoute tout le temps, et en fait j'adore les podcasts comme quand il y avait celui de Guillaume Gallienne où il lisait des trucs, et ça j'adorais, ou le feuilleton sur France Culture du coup où je peux lire Madame Bovary même si j'ai jamais eu le temps de le lire, en fait je vais écouter 10 petite sélection quand ils ont fait en 10 fois, et en fait du coup moi en tout cas ça me parle, donc je voudrais expérimenter au moins ce format un petit peu pour voir. Donc en fait c'est tout ce qui touche autour du monde de l'édition et du livre, et explorer ça et voir en fait comment on peut toucher les gens. En fait le livre d'architecture, ça peut paraître hyper précis, pointu, mais en fait il y a plein de choses qu'on peut apprendre juste parce qu'en fait on a écrit un livre d'archi ou qu'on a acheté un livre d'archi, et en fait ça veut dire plein de choses, et je pense que ça du coup c'est une sorte de vecteur de transmission finalement d'architecture, mais juste avec cette petite boîte à outils qui en fait peut être assez déroulée quoi. Et toi, justement, avec tout ce travail de référence et de lire plein de trucs sur plein de sujets, ça te donne pas envie toi-même de faire de la recherche, de produire des moi, choses? j'aimerais bien faire de la recherche, écrire un livre. Oui, en fait, je pense à ça, mais déjà, je me dis, j'ai déjà pas le temps, mais oui, me suis déjà renseignée sur les contrats doctoraux et tout ça, parce que, je trouve ça passionnant. Après, je me suis dit, sinon, tu écris juste un livre, au moins, tu peux le faire un peu, tu peux le faire sans être obligé de faire 500 000 pages. Mais oui, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai derrière la tête. Et après, c'est vrai que aussi, forcément, moi, je m'étais un peu éloignée de la pratique parce que c'était trop gros, parce que ma vie m'a amenée vers d'autres choses. Mais en fait, là, si je reprends goût à l'archi plus classique, à la maîtrise d'œuvre, parce que quand même on passe sa journée à avoir des trop belles références, c'est clair qu'à un moment on se dit moi en fait j'aimerais bien aussi expérimenter, et voilà, et en tout cas c'est clair que la porte elle est pas du tout fermée vers construire de nouveau, mais c'est sûr que ça se
sera pas, en tout cas, de manière traditionnelle en tant que salarié ou chef d'entreprise avec des salariés. Mais en tout cas, oui, bâtir, c'est quelque chose pour moi qui est important et qui est quelque chose qui reviendra dans ma vie. Je sais, mais voilà, c'est juste la vie fait plein de projets différents et en fait j'ai envie d'en explorer des centaines. Donc au moins ça a permis de ouvrir l'acceptation de dire que en fait on n'est pas obligé d'exercer comme on nous l'a dit. C'est vrai que j'ai écouté les podcasts des gens que t'as fait avant et c'était super intéressant de voir tous ces gens qui sont libérés un peu de ça. Et j'ai l'impression... Oui, et qui sont hyper épanouis. Il y a personne, effectivement, qui dit, non, mince, pourquoi j'ai tenté ça, finalement, je reviens, en tout cas, en arrière, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'à l'école, on nous le dit pas. Ça, c'est vrai que, je pense qu'aujourd'hui, ça a l'air de changer pour discuter avec des enseignants et tout ça, et de voir qu'il y a des ateliers de projet qui expérimentent des choses. Ça dépend des écoles, mais progressivement... Oui. Toi, t'es à Toulouse ? Non, moi, je suis à l'INSA de Strasbourg. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, à Toulouse, je connais des enseignants qui sont à Toulouse et qui me disaient, en fait, il y a des élèves, l'année dernière, ils ont rendu sous forme de vidéo, ou alors ils ont rendu, justement, ils ont fait un livre. Et en fait, nous, c'était inconcevable à l'époque. Et même moi, il y aurait eu un atelier de projet comme ça à côté, j'aurais dit, mais, c'est quoi? C'est trop bizarre. Et je pense quand même que ça change, que les enseignants, ils sont plus jeunes et eux-mêmes, ils ont une pratique différente. Ils peuvent expérimenter des choses. Donc déjà, ils ont envie de transmettre et je pense que les jeunes qui sont aujourd'hui à l'école, c'est sûr que c'est des gens hyper curieux, qui ont vécu le Covid, qui ont vécu tout ça et c'est trop chouette et c'est tellement... Moi, je trouve ça... je suis pas du tout pessimiste, au contraire, quand on voit la nouvelle génération, même si je suis pas vieille, mais même ceux qui ont 10 ans de moins, je trouve ça trop chouette, ils ont l'air de se poser plein de questions. Et voilà, et je pense que vraiment la pratique, elle est en train de changer. On voit bien qu'il y a plein d'articles qui sortent sur la culture de la charrette, qui est dénoncée par pas mal d'élèves, et même que l'administration sont obligées de faire attention. On voit qu'il y a plein de choses chouettes qui se passent et que... on est clairement dans une période de transition qui est à la fois effrayante et assez excitante. Donc, oui, c'est vrai. Ça dépend de comment on le voit, mais il y a les deux. Il y a les deux sentiments, mais du coup, il y a plein de potentiel. Oui, c'est vrai, d'un côté, ça peut explorer. peut-être encore plus donner l'impression qu'on est jeté dans le vide. Mais d'un côté, la parole, elle s'est un peu libérée sur le fait qu'on n'était pas forcément content en agence. Moi, j'avais l'impression que quand je travaillais, tout le monde avait l'air pas content à côté de moi, mais personne, entre midi et deux, allait le dire, quoi. Du coup, c'était un peu étrange de ressentir un mal-être envers les autres gens de mon âge sans que personne remette forcément en question comment le patron parlait à ses employés, comment il y avait des patrons hyper paternalistes, comment en fait on était super mal payés comparé aux ingés qui ont fait exactement le même nombre d'études que nous et qui ont à peu près les mêmes responsabilités, voire moins. Et en fait, tout ça, on en parlait un peu entre nous, mais sans se dire qu'en fait, on allait renverser la table. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'aujourd'hui, c'est vrai que le sujet est sur la table. On verra si ça change, mais le sujet est sur la table. C'est moins tabou, mais ça existe encore. Oui. Et d'ailleurs, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on parle. Et d'abord, est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais aborder en plus ? Ou alors, sinon, moi, pour terminer le podcast, je pose en général la question d'avoir un petit peu un regard sur tout ton parcours, de savoir si... je le formule en général en demandant si tu avais la flora de soit pendant les études d'archi, soit pendant le bac, à la fin du bac devant tes yeux. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur son futur, etc. Si tu étais une visiteuse du futur devant elle... Qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme conseil ? Oui, déjà même avant le bac... Comme mise en garde ou juste tu lui dis ça va bien se passer, t'inquiète. Avant le bac déjà, je me dis que... aujourd'hui c'est différent peut-être les bacs avec les options et tout, mais qu'en fait on va forcément S alors que je pense que j'aurais été bien plus épanouie dans une autre section et qu'en fait je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que je détestais toutes ces matières mais que... Parce que c'est vendu en le truc le plus généraliste.
Voilà, c'est quand nos parents ils nous disent au moins tu sais pas encore en seconde ce que tu feras, mais tu verras en terminale, tu seras contente de pas t'être bloquée en littéraire. En fait ça ouvre toutes les portes. Voilà, moi je vois maintenant que les matières qui m'intéressaient après 5 ans d'archi et tout ça, en fait ce qui était trop bien c'était les matières littéraires auxquelles j'ai eu des bonnes notes au bac, alors que dans les autres je suis totalement plantée. Donc je dirais déjà de pas écouter ce qu'on dit, mais de faire vraiment plus selon nos compétences et voilà ce qu'on aime, et qu'en fait dans une école d'archi déjà on peut très bien rentrer en ayant fait un bac littéraire, maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais voilà. Et après je lui dirais en tout cas de refaire des écoles d'archi, parce que je pense que ça fait de nous quand même des êtres humains qui sommes hyper connectés et voilà, dans quelque chose qui est d'une sensibilité. Je trouve que ce que ça m'a ouvert sur le monde, je le regrette pas, et que j'aurais jamais été là aujourd'hui si j'avais pas rencontré des profs hyper inspirants, des maîtres de stage et tout ça. Voilà, donc je trouve que c'est des très très belles études, même si c'est des études difficiles, mais c'est vraiment des études hyper riches qui nous font grandir, parce qu'il y a plein de gens qu'on rencontre bac plus 5 qui en fait sont pas du tout aussi matures que quelqu'un qui sort d'une école d'archi. Mais dans une école d'ingé archi, je peux témoigner. Oui, voilà, peut-être que tu côtoies des gens qui se posent bien moins de questions sur les choses qui se passent autour d'eux, ou même d'avoir du recul sur leurs propres études. Ah non, objectif emploi chez Vinci à la fin des études, sans se poser de questions. Voilà, c'est ça. Et même 10 ans après, mes potes qui sont sortis de l'école d'ingé, ils pensent toujours pareil, même s'ils sont 10 ans de plus. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est hyper riche de construire des citoyens et pas que des architectes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point hyper positif, et que les écoles et les praticiens d'aujourd'hui pourraient mettre en avant en disant voilà, vous apprendrez pas qu'un métier, mais vous apprendrez aussi à être au monde d'une certaine façon. C'est une très belle parole pour finir ce podcast. C'était très apaisant comme épisode. Je te remercie vraiment. Merci beaucoup à toi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour retrouver le site internet de Flora, c'est techne-bookshop.fr, donc TECHNE-bookshop tout attaché.fr. Et elle a un compte Instagram aussi que vous pouvez aller visiter. Vous pouvez aussi aller sur notre compte Instagram @equitect, sur lequel Louise Gonemery dresse le portrait de chacun des invités. Je remercie Simon Tsika pour la musique du générique, et je vous dis à une prochaine.